متابعي قناة سفيتلي avec بوتبول، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بسلسلة صحيح امتحانات ولوج كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va corriger le deuxième examen blanc organisé dans le cadre de la préparation au concours d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. On va commencer en anaérobiose, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Il se produit une fermentation lactique pour transformer deux moles d'acide pyruvique en premièrement, au cours de la fermentation lactique, on a deux étapes, la glycolyse, au cours de laquelle le glucose se transforme en deux acides pyruviques avec formation de 2 ATP et réduction de 2 NADH, de 2 NAD+ en NADH H+. Deuxième étape, c'est la transformation, la réduction de 2 molécules d'acide pyruvique en 2 molécules d'acide lactique. Alors, la réponse A, 2 moles de dioxyde de carbone avec 2 moles d'éthanol. La fermentation alcoolique qui nous donne 2 moles d'acide de dioxyde de carbone et 2 moles d'éthanol. 2 moles d'acide lactique avec 2 moles de dioxyde de carbone. La fermentation lactique n'est pas accompagnée par une décarboxylation, c'est-à-dire il n'y a pas de libération de carbone. C'est 2 moles d'acide lactique. Là, on a 2 molécules ou 2 moles d'acide lactique. D, on a 8 molécules d'ATP au cours de la fermentation lactique. Il y a la formation que de 2 molécules d'ATP. Et finalement, on a la formation de 2 moles d'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A se forme au niveau des mitochondries. Alors que la réponse juste est C. Deuxième question. Au cours de la contraction musculaire, la rupture de la liaison entre l'actine et la myosine est permise par, on a ici la fermentation ou la fixation de l'ADP sur la tête de myosine, l'hydrolyse de l'ATP par la tête de myosine, la libération de l'ADP par la tête de myosine, la fixation. Là, on a après la libération de calcium, il y a la formation des ponts actomyosine après la fixation de calcium sur les troponines, ce qui mène à la formation des ponts qui jouent un rôle de l'hydrolyse de l'ATP. Pour que la myosine se détache de l'actine, on a besoin des molécules d'ATP qui se fixent sur les têtes de myosine et libèrent les têtes de myosine qui se décrochent des filaments d'actine. Alors que la rupture de la liaison entre l'actine et la myosine est permise par la fixation de l'ATP sur la tête de myosine. L'acétylcoenzyme A est synthétisé au niveau de cytoplasme. L'acétylcoenzyme A est synthétisé au niveau de la matrice et produit au cours de la glycolyse de la matrice. C'est l'étape qui suit la glycolyse. Une molécule d'acétylcoenzyme A produit 15 molécules d'ATP. Une molécule de coenzyme A libère 13 molécules d'ATP ou 12 molécules d'ATP. 12 molécules d'ATP avec 3 molécules d'ATP produites par l'oxydation de NADH H+ au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, alors que l'acide pyruvique ou une molécule d'acide pyruvique qui donne 15 molécules d'ATP réagit avec l'acide citrique pour donner l'acide oxaloacétique. L'acétylcoenzyme A réagit avec l'oxaloacétique pour donner l'acide citrique. La réponse juste est E. Au niveau de la cellule musculaire, les fibres de type 1, fibres musculaires rouges, n'utilisent ni l'ATP ni la phosphocréatine de la production de l'énergie. Que ce soit pour les fibres de type 1 ou les fibres de type 2, ils utilisent l'énergie qui provient de l'ATP pour réaliser les contractions musculaires. Et on a ici une
comparaison entre les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Les fibres de type 1 elles ont une grande résistance à la fatigue. Leur contraction est lente et sont riches en mitochondries. Et les fibres de type 2, elles ont une faible résistance à la fatigue, elles ont une vitesse de contraction rapide et sont pauvres pas en mitochondries. Alors que les fibres musculaires de type 1, elles utilisent principalement les voies aérobiques comme voie de production d'énergie. Et les fibres de type 2, elles utilisent les voies anaérobiques comme voie métabolique pour la production d'énergie. Les proportions des deux types de fibres varient en fonction de sport pratiqué. Les sportifs qui effectuent des exercices longs et de faible puissance, comme les coureurs de fond par exemple, leurs muscles sont riches en fibres de type 1. Par contre, les sportifs qui utilisent ou qui effectuent des exercices brefs et intenses comme les sprinters, comme les gymnastes, ils ont des muscles qui sont riches en fibres de type 2. La phosphocréatine pour produire rapidement l'ATP au cours de la fermentation lactique. La phosphocréatine pour produire rapidement de l'ATP, mais au cours de l'hydrolyse de la phosphocréatine. Les muscles des marathoniens sont riches en fibres de type 2. Les marathoniens, ils utilisent les marathoniens, ils effectuent des exercices longs à faible puissance, alors ils sont riches en fibres de type 1. Le rôle de réticulum sarcoplasmique et la production de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire. Le rôle de réticulum sarcoplasmique est la libération des ions de calcium qui facilitent la formation des ponts actomyosine. La réponse juste est E. L'acide pyruvique a la structure chimique suivante, c'est H3COCOH. Non, le OH supplémentaire, alors que la réponse est fausse. L'acide pyruvique donne à l'intérieur de la mitochondrie l'acétylcoenzyme A. C'est juste chaque molécule de glucose donne 4 molécules d'acide pyruvique, alors que le glucose il donne 2 molécules d'acide pyruvique. L'acide pyruvique entre directement dans le cycle de Krebs. L'acide pyruvique se transforme premièrement en acétylcoenzyme A qui entre dans le cycle de Krebs. L'acide pyruvique se transforme en acide lactique en milieu aérobie, se transforme en acide lactique dans un milieu anaérobie. La réponse juste c'est B. La phase de cycle cellulaire de division cellulaire qui permet de déterminer la carte chromosomique ou le karyotype. Le karyotype, voilà, on a dans cette figure là le karyotype qui représente des chromosomes qui sont organisés ou sont rangés selon leur taille, selon le positionnement des centromères. La réalisation des karyotypes se fait au cours de la métaphase de la mitose où les chromosomes sont condensés et sont visibles. On croise une plante à fleurs irrégulières rouge et une autre plante à fleurs régulières blanches. Ce croisement a donné une génération F1 constituée de plantes à fleurs régulières, alors que l'allèle responsable de la forme régulière est dominant, et il y a une codominance entre les deux allèles responsables de la couleur des fleurs. Le croisement entre les plantes de la génération F1 entre eux donne une génération F2 dont les phénotypes sont répartis comme suit. Alors que في le cas de la dominance absolue, في le cas d'hybridisme قبل في le cas ديال المونوهيبريديزم ملي كنتو كديروا croisement entre deux hybrides كنتو كتحصلوا على في la génération F2 3 quarts ديال الفينوتيب
dominant و ان كار ديال لو فينوتيب ريسيسيف. في لو كا ديال لا كودومينونس باش نعرفوا واش لي جين سون لي ولا انديبوندون غنديروا نفس العمليه، غنضربوا هاد لي بروبورسيون اللي كنحصلوا عليهم في اف 2 في المونوهيبريديزم في الثانيه ديال المونوهيبريديزم باش نحصلوا على لي ريزولتا دو اف 2 في لو كا ديال ديبريديزم 3 فوا 3 سي 9 sur 16. 3 fois 1 c'est 3 sur 16. 1 fois 3 c'est 3 sur 16. Et 1 fois 1 c'est 1 sur 16. بيكون كتحصلوا على لي ريزولتا كتقول لكم لي جين سون انديبوندون. ولكن في هذا لو كا عندنا جين انديبوندون جين دومينون واحد لو جين فيه لا كودومينونس بور ديتيرميني لي بروبورسيون غنديروا نفس العمليه. Mais في le cas ديال la codominance ما عندناش 3 quart 1 quart, on a 2 sur 4 pour le phénotype intermédiaire F2, 1 quart et 1 quart. نفس الطريقة نديرو نشر 3 quart fois 2 c'est 6 sur 16. 3 fois 1 c'est 3 sur 16. 3 fois 1 c'est 3 sur 16. 1 fois 2 c'est 2 sur 16. Et 1 sur 16. Puis 1 sur 16. إذا حصلت على هذا الريزلتا كنقولوا que les gènes sont indépendants. هذه في le cas de la dominance في les deux gènes. وهنا عندنا la dominance avec codominance هي الحالة اللي عندنا alors que les deux gènes sont indépendants. Les résultats de la génération F2 s'expliquent par le brassage intrachromosomique. Les résultats s'expliquent par le brassage interchromosomique car les gènes sont indépendants. Les allèles fleurs irrégulières et fleurs rouges sont dominants. Les fleurs irrégulières sont dominants par rapport aux fleurs régulières, mais il y a une codominance pour les fleurs rouges et les fleurs blanches. Les résultats de la génération F2 montrent qu'il s'agit d'un cas de dominance complète pour les deux gènes. On a une codominance pour l'un des deux gènes. Les deux gènes sont indépendants. Les deux gènes sont portés par le même chromosome, alors que les gènes sont indépendants. Ils sont portés par deux chromosomes différents. La réponse juste est D. La figure ci-dessous représente une cellule de gonade de Criquet en division. Cette photographie représente cellule A. D'après la figure, on voit qu'il y a l'appariement des chromosomes homologues et la formation des tétrades. La formation des tétrades se fait au cours de la prophase 1 de la méiose. On a la prophase de la métose, c'est fort. On a ici la prophase, la première prophase de la méiose. Au cours de la métaphase de la méiose, on a la formation des plaques équatoriales. Au cours de la prophase 2, il y a déjà la séparation des chromosomes homologues. En métaphase d'une métose, c'est faux. Alors la réponse juste c'est B. Des bactéries E. coli issues d'un milieu de culture contenant l'azote lourd comme seule source de carbone sont transférées dans un milieu. Alors ils sont cultivés dans un milieu qui contient que l'azote lourd durant plusieurs générations, puis sont transférés vers un milieu qui contient l'azote léger. Sont transférés dans un milieu contenant ils sont laissés pendant 2 générations. Après centrifugation de l'ADN extrait de ces bactéries, on obtient là on a les résultats après une génération et là les résultats après 2 générations. Après une génération, on voit alors là on a que des bactéries de culture sur un milieu de N15 et une génération après leur transfert dans un milieu N14, on voit qu'il y a une bande intermédiaire entre la densité de l'azote léger et de l'azote lourd. Pour le type 4, on a des ADN des bactéries de la culture sur
milieu N15, puis 2 générations après leur transfert sur le milieu 14. Là, on voit il y a 2 bandes, une bande intermédiaire et une bande léger, alors que la réponse juste c'est B. بالنسبة لهذه الفقرة مرتبطة بلا ريبليكاسيون d'ADN et montre que la réplication d'ADN se fait selon le modèle semi-conservatif. À la suite des résultats d'une analyse de sang, un médecin a proposé à une femme enceinte la réalisation de karyotypes de son fœtus. Le document suivant montre le karyotype de fœtus réalisé. Ce karyotype peut être, alors on va analyser premièrement le karyotype. On voit qu'il y a 3 exemplaires pour le chromosome 21. Pour expliquer comment se forme l'anomalie de Down ou la trisomie 21, on va analyser ce document-là. Au centre, ici, on a une méiose normale. Au cours de la première division de la méiose, qui est la division réductionnelle, on voit qu'il y a la séparation des 2 chromosomes homologues. Durant la division équationnelle de la méiose, on a la division et la séparation des chromatides sur d'un même chromosome et finalement la formation des gamètes normales. Pour le deuxième cas, on a ici la séparation normale des chromosomes homologues au cours de la division réductionnelle de la méiose. Puis pour cette cellule-là, on voit qu'il y a une non-séparation des chromatides d'un même chromosome et la formation d'une cellule qui contient 2 chromosomes 21. Alors la fécondation de ces 2 gamètes va donner une zygote qui contient 3 chromosomes 21. Même chose. Ici, on a une anomalie au cours de la division réductionnelle. Il y a la non-séparation des chromosomes homologues au cours de la première division de la méiose, qui est la division réductionnelle, ce qui nous donne des cellules qui contiennent 2 chromosomes 21. Au cours de la fécondation des 2 gamètes qui contiennent 2 chromosomes 21 et gamètes qui contiennent seul chromosome 21 va donner œuf formé par 3 chromosomes 21. L'apparition de ces anomalies est liée à des anomalies où la non-séparation soit des chromosomes homologues au cours de la division réductionnelle, soit par la non-séparation des 2 chromatides sœurs au cours de la division équationnelle. Ce karyotype peut être issu de la fécondation de 2 gamètes porteurs d'une mutation ponctueuse sur le chromosome 5. Il n'a aucune relation avec le chromosome 5. D'un gamète eucaryotype normal par un gamète porteur de 2 chromosomes 18. Dans ce cas-là, il va donner la trisomie 18 au lieu de la trisomie 21. D'un gamète eucaryotype normal par un gamète porteur de 2 chromosomes 21. D'un ovocyte par 2 spermatozoïdes. Toujours il y a la fécondation d'un ovocyte par un seul spermatozoïde. Toutes les réponses sont fausses, c'est faux. Alors que la réponse juste est C. Dans un segment de double brin d'ADN, on a pu dénumérer en tout 30 cytosines et 15 adénines, l'ARN messager correspondant
اسوجين غنفيرم 20 سيتوزين و 7 ادينين. غادي نحاول نشرح بسرعه باش تفهموها. بالنسبه للارين ميساجي pour l'ARN messager, alors pour l'ARN messager il comporte 20 cytosines et plus 7 adénines. Alors بالنسبه l'ADN non transcrits qui كيكونوا بحال l'ARN messager sont des brins complémentaires aux brins transcrits. Donc fait 20 cytosines plus 7 adénines. Là pour l'ADN transcrit, l'ADN transcrit contient 20 guanines par complémentarité des bases, 20 guanines plus 7 thymines. بالنسبة la molécule d'ADN, elle contient 30 cytosines. عندنا 20 cytosines في l'ADN non transcrit. بقات لينا دي سيتوزين في لو بران نون ترانسكري، يعني 7 ديال هنا شحال بقات 20. عندنا هنا 10 ديال الكوانين بلس. بالنسبه لو بران ترانسكري عندنا 7 تيمين او الادينين، عندنا 7 ادينين هنا، عندنا 15. اذا بقات هنا في لو بران ترانسكري، في لو بران ترانسكري بقات عندنا 8 ديال الادينين، هنا 8 ديال الادينين. Pour le tout ça, je vois ici là. Le brin transcrit d'ADN comporte des cytosines et 8 adénines. Le brin transcrit comporte 20 cytosines et 7 adénines. Le brin non transcrit 20 cytosines et 7 adénines. L'ARN comporte 20 guanines. Alors l'ARN c'est le complémentaire de l'ADN transcrit. باش يكون عندنا 20 guanines خص يكون عندنا 20 cytosines. عندنا غير دي سيتوزين، خص تكون لنا دي سيتوزين. l'ARN messager comporte 6 uracils. le uracile هو le complément de l'adénine. l'adénine هنا عندنا 8، اذا خصها تكون هنا فقط 8. le brin transcrit comporte 15 uracils. déjà قلنا le brin transcrit c'est une molécule d'ADN. l'uracile كنلقاوه في l'ARN messager. Alors la réponse juste est A. L'ARN messager représente 90% de la totalité de l'ARN messager. L'ARN le plus abondant c'est l'ARN ribosomal. ARN ribosomal qui entre dans la structure des ribosomes. Alors la réponse est fausse. Est formé au niveau du cytoplasme et est formé au niveau du noyau. L'ARN messager est formé à partir de la transcription des deux brins d'ADN. Il est formé par la transcription d'un des deux brins de l'ADN, mais pas les deux brins. Sa formation ne se fait pas par l'intervenir de l'ARN polymérase. La synthèse de l'ARN messager nécessite l'intervention de l'ARN polymérase. L'ARN messager joue le rôle d'un intermédiaire en transportant l'information génétique d'un noyau vers le cytoplasme. Lors de l'expression de l'information génétique au niveau cellulaire, on observe les phénomènes suivants. Lors de l'expression de l'information génétique au niveau cellulaire, on observe les phénomènes suivants. La transcription et la traduction se font à l'intérieur d'un noyau. La transcription se fait au niveau de noyau et la traduction au niveau du cytoplasme. L'ADN polymérase transcrit l'ADN de le noyau et l'ARN messager ainsi formé et expulsé vers le cytoplasme. L'ADN polymérase c'est celui qui transcrit l'ADN en ARN messager. L'ARN ribosomal s'associe à des protéines pour constituer les ribosomes. C'est la réponse juste. La traduction exige l'intervention de l'ARN messager, de l'ARNR, l'ARNT des nucléases. Les nucléases, elles détruisent les acides nucléiques. L'ARN messager se fixe sur l'appareil de Golgi pour être traduit en protéines. Alors l'ARN messager il se fixe sur les ribosomes pour être traduit en protéines. Le document 1 présente l'arbre généalogique d'une famille touchée par la neurofibromatosis de type 1, maladie héréditaire.
sachant que l'individu 1, 2 est homozygote, on peut conclure que la maladie est. D'après l'analyse de l'arbre généalogique, on voit que l'individu 2 est issu de la mère 1, 2, sain et homozygote, ce qui montre que l'individu est 2 est hétérozygote. Il a un phénotype qui montre qu'il est malade. Alors il est hétérozygote et malade. Cela montre que l'allèle responsable de la maladie est dominant. On voit aussi qu'il y a des filles. Il y a une fille, par exemple la fille de 5, et son père, il est malade, mais il est sain. Dans ce cas-là, la maladie est portée par des chromosomes autosomal. Alors on a dominant autosomal. في هذه الحالة عندنا هنا هاد الأم اللي homozygote، يعني عندها جوج حليلات أو دوزاليل اللي هما عاديين ما مسؤولينش على المرض، وهذا الفرد يعني جاب غير واحد الحليل المسؤول على المرض، ولا هذا الفرد ولا هذا جاب واحد الحليل من عند الأب تصاب بالمرض، إذا داك الاليل إلي دومينون إي با ريسيسيف. وملي تيكون المرض دومينون كناخدو شاك بالنسبة لشاك بير يكون عنده بار اكزومبل في لو جينوتيب اكس كغون ام ايغريك، كاع لي في ديالو غياخدو من عنده اكس ام وغياخدو من عند الام ديالهم شي اكس واخا اللي كان فيها، مادام ان ام دومينون خص يكونوا مرض. مادام ان مثلا عندنا هاد الانثى ماشي مريضه، الوغ l'allèle responsable de la maladie il est porté par des chromosomes autosomales. Le document ci-contre montre les résultats de l'analyse des fragments d'ADN à deux allèles par électrophorèse sur une famille. L'un des deux parents porte l'allèle muté responsable d'une maladie héréditaire. Alors l'allèle responsable de cette maladie est, par même méthode, on voit qu'il y a une fille saine qui porte deux allèles. Alors il est hétérozygote et sain. L'allèle normal est dominant. On a le fils est sain. Alors là, l'allèle A2 c'est l'allèle normal et l'allèle A1 c'est l'allèle qui est responsable de la maladie. Puisqu'on a une fille qui est hétérozygote et sain, c'est-à-dire que l'allèle responsable de la maladie est dominant. On a ici le père et le fils, ils ont un seul type, un seul allèle, ce qui montre que l'allèle sera porté par X, car les mâles, ils ont un seul allèle, un seul chromosome X, et les femelles, ils ont deux chromosomes X. Alors l'allèle responsable de cette maladie est récessif et lié à X. إذا بالنسبة لهذه الحالة عندنا هذا الذكر سليم وعنده واحد الحليل، وهذا الأنثى عندها جوج حليلات العادي والممرض لكنها عادية. إذا مادام عندها الحليل الممرض وعادية، إذا الحليل الممرض فهو متنحي. وكنلاحظوا أن الذكور عندهم دائما حليل واحد سواء العادي أو الممرض. إذا هذه المورثة غتكون من ضرورة محمولة على صبغي ما عندوش مماثل له عند الذكور اللي هو X. L'hémophilie est une maladie héréditaire due à un allèle récessif
lié au sexe qui est présent dans 1% des gamètes d'une population donnée de la fréquence attendue. Alors que dans le cas des gènes liés au sexe, la fréquence des allèles égale à la fréquence des mâles atteints par la maladie. هنا في الحالة ديال الأمراض ملي كتكون عندنا أمراض وراثية مرتبطة بالجنس دائما تردد المرض كيساوي تردد ذكور المصابين. C'est-à-dire que F des XM Y les hommes hémophiles égale à 1% qui égale 1 sur 100, c'est-à-dire 0,01 égale à la fréquence de la maladie si l'allèle récessif. Q c'est la fréquence de l'allèle récessif responsable de la maladie. Les femelles malades elles ont un génotype XM qui est égal à Q au carré égale à 0,01 à la puissance de, alors il est égal à 0,0001. On a la fréquence d'homme hémophilie 0,1 c'est faux, 0,01 c'est faux. On a l'homme hémophilie, si la réponse juste on va calculer les fréquences et on va comparer ces fréquences avec les fréquences qui se trouvent dans les réponses proposées. هنا دائما تنتبهوا لأن في الحالة ملي تيكون المرض مرتبط بالجنس تردد الذكور المصابين كيساوي دائما تردد الحالي المسؤول على المرض. La probabilité des gamètes RS produites par un individu de génotype RS est de 40%. C'est-à-dire qu'on a un individu qui a un phénotype ou un génotype R petit s, petit r, grand S, il a produit 40% des gamètes de type R petit s. Alors, il va produire aussi 40% des petits r grand S et 10% grand R grand S et 10% petit r petit s. Alors là on a les types recombinés, les gamètes de type recombinés, et ici les gamètes de type parentaux. Il s'agit d'un cas de linkage absolu des deux gènes. On a le linkage relatif car il y a le brassage qui a permis l'apparition des gamètes recombinés. Le pourcentage des gamètes recombinés est de 10%, le pourcentage des gamètes recombinés est de 20%. La distance entre les deux gènes est de 40 centimorgane, 10 plus 10 égale à 20, alors que la distance entre les deux gènes c'est 40 centimorgane, c'est 20 centimorgane. C'est la réponse juste. Le pourcentage des gamètes recombinés est de 5% et de 20%. La réponse juste est D. Une cellule de génotype AB, AA, BB, CC pour produire 4 types de gamètes différentiels. Alors dans ce cas-là, il n'y a que le brassage interchromosomique, on va obtenir des gamètes de phénotype ou de génotype A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Il y aura la production de 4 types de gamètes si on a seulement le brassage interchromosomique. يعني ديما غادي يكون عندكم 4 الامثال اذا وقع غير لو براساج انتركروموزوميك. اذا وقع وتزاد لو براساج انتركروموزوميك غيزاد لكم 4 ديال الاحتمالات وحدين اخرين وغتولي 8. Alors dans le cas ديال لو براساج inter et intra, ou dans le cas de brassage
inter seulement. ونغا تلقاو في لي كيسيون كيعطيكم سولمون كينغيو لو براساج انترا. ديجا عندنا هنا ميمكنش يوقع غير الانترا حيت عندنا دو كروموزوم، بالتالي بالضرورة غيوقع لو براساج انتر chromosomique. 4 types de gamètes différents si seul le brassage interchromosomique a lieu. C'est la réponse juste. 8 types de gamètes différents si le seul. قلنا ديما ما يمكنش يوقع le brassage interchromosomique حيت ديجا عندنا دو chromosomes او دو paires de chromosomes، ما يمكنش يكون غير le brassage intrachromosomique. C'est 2 types de gamètes différents si le brassage intrachromosomique que n'a pas lieu, c'est faux. Ces types de gamètes différents, c'est le brassage inter et intra, on a 8. 4 types de gamètes différents si les brassages intra et inter ont lieu, c'est-à-dire un sportif a consommé un repas contenant dans sa totalité 50 g de glucose. Calculer la quantité en mol d'ATP après dégradation complète de glucose en condition anaérobiose. Premièrement, on va calculer la masse molaire de glucose, c'est 6H12O6 qui est égal à 6 fois M la masse molaire de carbone plus 6 fois la masse molaire d'oxygène plus 2 fois la masse molaire d'hydrogène. Finalement, on va trouver que la masse molaire de glucose égale à 180 g par mol. C'est que 180 g de glucose qui égale à 1 mol de glucose et libère en milieu aérobiose et libère 38 mol d'ATP. Alors 38 mol d'ATP. Et pour notre sportif à consommer un repas qui contient 50 g de glucose, on va calculer le nombre de moles libérés par 50 g de glucose. X alors il est égal par la règle de 3. On a 180. On a par la règle de 3 50.38 sur 180 égale à 10,55. La réponse juste c'est E. Donc la réponse juste c'est O et pas D. Dans le cas de la dominance, 75% de F2 ressemble au phénotype d'un parent et 25 ressemble à l'autre parent. C'est la réponse juste. On a dans le cas de croisement entre un individu à phénotype dominant avec un individu à phénotype récessif, on obtient un F1 génération formée par 100% d'individus qui ont le phénotype de parent dominant. Dans le cas de F1 fois F1, c'est-à-dire croisement d'un individu dominant avec un autre individu dominant mais sans hétérozygote, on obtient une génération formée par 75% d'individus à phénotype dominant et 25% des phénotypes des pourcentages des individus à phénotype récessif. Alors là, la réponse est juste. On a 50% de F1 ressemble au phénotype d'un parent. On a 100% des individus de F1 ressemblent à l'un des deux parents. 50% de F1 ressemble toujours 100% de F1 ressemble à l'un des parents. 75% de F2 ressemble au phénotype d'un parent et 25 ont un nouveau phénotype. 25 ont le phénotype de l'autre parent. 100% de F2 ressemble au phénotype de l'un des parents. F2 est hétérogène.